Bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, nous allons continuer notre découverte de la programmation orientée objet. Nous allons traiter de sujets tels que l'héritage, l'encapsulation et le polymorphisme. Dans un vidéo précédent, nous avons découvert, à travers la création de la classe Worker, les similaritudes entre la création de structures et la création de classes. Révisons d'abord rapidement ce que nous avions appris dans le vidéo précédent. Nous avons appris qu'une classe nous permet de créer un nouveau type de données au même titre qu'une structure, donc une boîte contenant des attributs publics ou privés, contenant des propriétés nous permettant d'avoir accès ou de modifier nos attributs privés et une série de fonctions nous permettant de manipuler nos attributs. Donc, si nous allons voir les entrailles de notre classe Worker, parce que je l'ai légèrement modifié par rapport à notre exemple précédent, nous voyons que contrairement à une structure, la classe se déclare par un public class Worker au lieu de public struct Worker si jamais c'était une structure de type Worker. Donc, nous avons gardé ici les mêmes attributs, l'âge, l'ID de l'employé, son nom, son prénom, son salaire, et un compteur ici qui nous permettra de compter le nombre de travailleurs déjà créés dans notre application. Nous avons un premier constructeur qui nous permet de créer un travailleur par défaut avec nom, prénom, âge, numéro d'employé généré automatiquement, un salaire annuel par défaut. Et nous avons un deuxième constructeur qui nous permet de créer un travailleur, mais en se basant sur le nom qui nous est fourni par l'utilisateur, le prénom, l'âge et le salaire par défaut que nous désirons octroyer à cet employé. On génère encore une fois le numéro d'employé de manière automatique. Puisque tous nos attributs sont privés, mis à part notre compteur statique, mais nous avons créé une série de propriétés qui nous permet de récupérer et de modifier l'âge. Pour ce qui est du numéro d'employé, nous n'avons codé que le get à l'intérieur de la propriété, puisqu'en général, un numéro d'employé n'est pas modifiable. On ne peut que le récupérer une fois qu'il a été attribué. Ensuite, nous pouvons modifier et récupérer le nom, idem pour le prénom, idem pour le salaire. Ensuite, nous avons rajouté une série de fonctions visuelles qui représentent des activités que tout employé peut effectuer. Que cet employé soit un pompier, un policier, un enseignant, un comptable. En fait, notre class Worker représente un employé générique. Nous allons voir tout à l'heure comment le concept d'héritage peut nous permettre de rendre cet employé générique beaucoup plus spécialisé. Bref, nous avons une fonction ici, eat breakfast, qui nous retourne une string, qui nous indique que notre employé déjeune. Ensuite, nous avons une fonction getUp qui nous indique que notre employé se lève. La même chose pour go home, on nous indique que l'employé rentre chez lui, que l'employé va au travail, que l'employé médite lorsqu'on appelle la fonction relax et que l'employé dort ou fait de beaux rêves lorsqu'on appelle la fonction sleep. Donc, voyons rapidement comment est-ce qu'on peut utiliser cette classe et ces différents constructeurs à l'intérieur d'une application Windows avant de nous attaquer à l'héritage, au polymorphisme et à l'encapsulation. Donc, sur mon formulaire, j'ai un bouton ici et dans l'événement clic de ce bouton, nous allons créer un premier travailleur. Donc, le worker 1 égale new worker et nous allons utiliser, ici nous avons le choix entre le premier constructeur, le constructeur vide, donc celui-ci qui crée un travailleur avec des informations par défaut, ou le deuxième constructeur, donc ici, celui qui nécessite un nom, un prénom, un âge et un salaire de base. Donc, ce que je vais faire ici, je vais d'abord créer un employé avec le constructeur vide et ensuite, je vais créer un deuxième employé, worker 2, mais cette fois-ci avec le constructeur nécessitant des informations. Donc, appelons-le Tonier.
donnons-lui un prénom. Quand même, il faut que je respecte mon propre prénom. Donnons-lui un âge et donnons-lui son salaire annuel. Parfait. Super. Donc, exécutons ce code avec un point d'arrêt et la fenêtre espion. Question de nous assurer que dans le premier cas, c'est bel et bien notre premier constructeur qui est exécuté et que dans le deuxième cas, ici, c'est bel et bien le deuxième constructeur qui est exécuté. Pour ce qui est de l'exécution des propriétés et des routines, je crois que ça devient une seconde nature puisque c'est la même syntaxe qu'avec les structures et le vidéo précédent sur les classes. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça pour l'instant. Nous y reviendrons d'ici la fin du vidéo. Donc, lançons l'application. Parfait. Lorsque j'appuie sur mon bouton et que j'exécute la ligne 22, on voit bien que c'est le premier constructeur, le constructeur vide qui va être appelé. Pourquoi? Parce que c'est lui que nous utilisons juste ici. Donc, continuons à exécuter. Donc, on donne un nom par défaut, un prénom par défaut, un âge par défaut. On construit l'ID en se basant sur l'abréviation EMP pour employé, suivi de la valeur actuelle du compteur statique qui est 0. On attribue un salaire de base, on incrémente le compteur statique qui appartient à la classe worker et non à un objet de type worker. Et techniquement, le premier travailleur est créé. La preuve est que le deuxième travailleur est encore nul, alors que le premier contient bel et bien toute l'information par défaut qui a été spécifiée. Et regardez son numéro d'employé et regardez la variable statique. Elle est présentement à 1. Pourquoi? Parce qu'à la fin du constructeur, juste ici, on incrémentait le compteur. Donc, on incrémentait le nombre d'employés existants dans l'application, qui est au nombre de 1 présentement, puisque le deuxième employé est encore nul, en fait. Donc, allons-y. Continuons. Donc, donnons un autre coup. Cette fois-ci, nous verrons que c'est le deuxième constructeur qui a été appelé avec les différentes valeurs qui lui ont été passées en paramètres. Donc, on se sert du nom pour initialiser le nom, idem pour le prénom, pour l'âge. Le numéro d'employé est maintenant ENP suivi de 1, puisque le compteur à ce stade-ci, à la ligne 34, a une valeur de 1. On attribue le salaire de base et on incrémente le compteur statique. Donc, nous avons maintenant 2 employés au total dans notre application et l'employé numéro 2 contient bel et bien toutes les informations qui ont été fournies plus tôt. Donc, voici un petit rappel de la manière dont nous pouvons utiliser plusieurs constructeurs dans la même classe pour nous permettre de créer un objet en fonction des informations qui sont disponibles à l'utilisateur. Donc, stoppons le tout. Si nous voulions maintenant manipuler un peu plus nos 2 travailleurs, c'est relativement simple, que ce soit le travailleur 1 ou le travailleur 2, nous avons accès à tout ce qui est public à l'intérieur de ces travailleurs. Donc, les propriétés, soit l'âge, l'ID de l'employé, le nom, le prénom, le salaire. Et puisque nous avons créé une série de fonctions publiques, nous avons aussi accès à toutes ces différentes fonctions publiques. Parfait. Le problème est que nos employés, pour l'instant, sont totalement génériques. Ce qui veut dire qu'ils ne représentent pas un type d'employé spécifique, comme un pompier, un policier, etc. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une seconde classe, disons une classe, une classe bodybuilder. Ça va? Donc, une classe bodybuilder. Un bodybuilder une classe bouncer. Ça va? Donc, un portier dans un bar ou dans un club. C'est un type d'employé, mais un type d'employé bien spécifique. Et cet employé va hériter de plusieurs des fonctionnalités se trouvant
en fait, va hériter de tous les attributs se trouvant dans la classe worker. Il va aussi hériter de toutes les propriétés se trouvant dans la classe worker et il va aussi hériter de toutes les fonctionnalités se trouvant dans la classe worker. Mais un doorman ou un portier étant un type d'employé spécifique, il contiendra aussi des attributs supplémentaires à ce qu'un employé standard, un worker contient. Il contiendra aussi des propriétés spécifiques au portier et il contiendra aussi des fonctionnalités spécifiques au portier. Donc, commençons par créer notre fameux doorman. Donc, je vais aller dans l'explorateur de solutions, cliquer avec le bouton droit sur mon projet et y aller avec ajouter un nouvel élément. On va choisir une classe et nommons-la Door Doorman. Parfait. Et appuyons sur ajouter. Donc, nous avons un squelette de classe ici, tout ce qu'il y a de plus simple. Nous allons tout simplement lui rajouter le mot, allons-y, public. Ça va. Public class doorman. Et si nous générons pour l'instant le diagramme de classe, donc allons sur affichage de classe, nous voyons ici notre classe doorman affichée dans le diagramme de classe, nous voyons que la classe worker contient plusieurs attributs, plusieurs propriétés, plusieurs méthodes, mais que la classe doorman est pour l'instant très vide. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est configurer une relation d'héritage entre la classe doorman et la classe worker pour que nous puissions réutiliser tout le code déjà inclus à l'intérieur de notre worker, à l'intérieur de notre doorman. Donc, c'est relativement simple à faire. Si je vais dans le doorman, comment est-ce qu'on associe par héritage deux classes en C#? On rajoute un 2 points juste après le nom de notre classe, suivi de la classe parent, la classe de laquelle on veut hériter. Donc, je vais tout simplement taper ici worker. Et voilà, si on sauve le tout et qu'on retourne dans notre diagramme de classe, je vois maintenant qu'il y a une relation d'héritage entre la classe worker, ici, le parent, et la classe doorman. Et en réalité, si vous regardez bien ce qui se passe, je vois doorman, classe, worker. Et si nous retournons voir le code de doorman, public class doorman worker. Donc, cette syntaxe devrait vous sembler familière puisque si je vais sur mon formulaire, regardez ce qui est écrit. Public, oubliez le mot partial pour l'instant, nous y reviendrons en temps et lieu. Class, form1, form. Ce qui signifie que le formulaire Windows que vous créez est en fait une classe qui hérite de la classe form. La classe form est un type de données créé chez Microsoft qui représente un formulaire standard. Un formulaire standard étant une fenêtre Windows avec un bouton pour minimiser, maximiser et fermer la fenêtre et une surface sur laquelle dessiner. Qu'est-ce qui rend votre form 1 différente de tous les autres formulaires? C'est ce que vous mettez dessus comme composant qui rend ce formulaire-là unique au niveau de son interface usager par rapport à tout autre formulaire. Donc, en fait, vous faisiez de l'héritage depuis votre première session en Visual Basic sans vraiment le savoir. Mais continuons avec notre classe doorman. En réalité, notre relation d'héritage, elle est déjà fonctionnelle ici. Pourquoi? Faisons la chose suivante. Okay. Donc, pour être capable de créer un doorman, donc un portier, ici nous avons un petit problème, ou nous semblons avoir un petit problème. Un doorman est quand même un travailleur, donc cela signifie qu'il a un nom, un prénom, un ID, un salaire, etc., etc. Cela signifie qu'il contient tous les mêmes attributs qu'un travailleur. Donc,
Mais présentement, à l'intérieur de notre domaine, ben, nous n'avons pas l'attribut âge, l'attribut employé ID, l'attribut nom, l'attribut prénom. Donc, pour créer un domaine, il faut à l'intérieur du domaine récupérer toutes les informations du worker, plus les informations spécifiques au domaine. Donc, voyons comment est-ce que ça se fait. Commençons d'abord par donner à notre domaine les attributs qui le rendent différent d'un travailleur standard. Donc, un domaine, en plus de son nom, son âge, etc., ben, pour être doorman, il vous faut avoir un certain poids, une certaine carrure, donc un certain poids, une certaine taille. Ce qui n'est pas nécessairement obligatoire si je veux être un comptable, par exemple. Donc, allons-y. Nous allons rajouter un private, un private double poids. Ça va? Notre doorman doit avoir un certain poids pour être imposant là, et pouvoir imposer sa loi aux clients récalcitrants du bar, disons. Ensuite, private, toujours double, et rajoutons la taille. Donc, un doorman de 4 pieds 3 ne peut pas vraiment intimider un client récalcitrant. Donc, nous allons créer un constructeur à notre classe doorman. Donc, public. Allons-y. Doorman. Parfait. Donc, créons un premier constructeur qui doit forcément recevoir en paramètre toutes les informations d'un worker, parce qu'un doorman est d'abord un worker, et ensuite recevoir les informations spécifiques. OK. Créons d'abord un premier constructeur qui doit recevoir toutes les informations du worker. Donc, ce que je vais faire ici, très simplement, je vais aller copier toutes les informations de mon worker. Je vais venir les placer juste ici. Parfait. C'est bon, donc le nom, le prénom, l'âge, le salaire. Ensuite, à l'intérieur de mon doorman, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va configurer, on va donner des valeurs par défaut, 10.poids égale, donc, allons-y avec 240.50 livres, et ensuite 10.taille, on va y aller avec, disons, 7 pieds. Ça va? Donc, on a toujours un problème ici, c'est que oui, notre doorman a bien récupéré un nom, un prénom, un âge et un salaire, et on a utilisé des valeurs par défaut pour son poids en livres et sa taille, mais comment fait-on pour prendre les informations qui se trouvent ici et les transmettre à notre parent pour qu'il puisse les stocker? Puisqu'on voit clairement dans la classe doorman qu'il n'y a pas dans les champs l'âge, l'ID, le nom, le prénom et le salaire. Donc, c'est relativement simple en réalité. Le C# nous donne accès à la syntaxe suivante. Donc, je vais peut-être juste réorganiser un peu mon code. Voilà. Donc, le C# nous donne accès à la syntaxe suivante. 2 points. Base. Base ici signifie quoi? Signifie qu'on appelle le constructeur de notre classe de base, de notre classe parent. Donc, le constructeur doorman va appeler le constructeur de worker en lui passant en paramètre quoi? Ça dépend de la version du constructeur de notre parent qu'on désire appeler. Est-ce que c'est la première version qui est vide ou est-ce que c'est la deuxième version qui demande le nom, le prénom ou le salaire? Nous allons utiliser la deuxième version. Donc, nous allons faire ceci. Venir coller ici. Et nous allons nous débarrasser des types. Les types ne sont pas nécessaires
dans la liste de paramètres de base, puisque c'est un appel du constructeur du parent. Et pour avoir une ligne de code peut-être un peu moins longue, ben, nous allons structurer le tout de la manière suivante. Donc, nous avons un constructeur ici pour créer un nouveau domaine, et ce constructeur récupère le nom, le prénom, l'âge, le salaire, qui doivent être stockés dans le parent, dans le worker, ce qui est fait à travers l'appel du constructeur du parent, ici avec 2 points base, et la liste de paramètres qui doivent être acheminés au parent. Et ici, on donne des valeurs par défaut à notre doorman. Donc, on va créer un deuxième constructeur cette fois-ci pour la classe doorman, mais cette fois-ci, nous allons récupérer un peu plus d'informations. Nous allons, en plus du nom, du prénom, de l'âge, du salaire, nous allons récupérer double poids, et nous allons récupérer un double taille. Et ici, nous allons utiliser le poids passé en paramètre, et nous allons utiliser la taille passée en paramètre. Donc, nous avons ici 2 constructeurs. Sauvons tout et allons voir le diagramme de classe. Parfait. Donc, nous avons 2 constructeurs. Le premier constructeur ici récupère le nom, le prénom, l'âge et le salaire, les passe en paramètre au travailleur qui est créé avant qu'on vienne terminer la création du domaine. Dans le deuxième constructeur, on reçoit le nom, le prénom, l'âge et le salaire qui sont passés au constructeur du travailleur avant qu'on revienne finir la construction du domaine avec le poids et la taille qui sont passés en paramètres. Alors que dans le cas du premier constructeur, ben, le poids et la taille étaient des valeurs par défaut. Donc, avant d'essayer de créer à l'aide de l'événement clic du bouton que nous avons mis sur le formulaire un doorman, ben, commençons d'abord par rajouter, disons, des propriétés à notre doorman pour lui permettre d'avoir accès ou de modifier sa taille ou son poids. Donc, allons-y rapidement. Donc, public, double, public double, poids, et puisqu'on est capable de connaître, mais aussi de modifier notre poids, donc en bref, de grossir et de maigrir, allons-y comme ceci. Donc, on va avoir un set. Dans nos exemples, question de sauver un peu de temps, je ne fais pas de validation dans les sets et je ne fais pas de formatage dans les get, mais c'est sous-entendu que dans une vraie application, vous devriez toujours valider la valeur qu'on essaie de mettre dans votre attribut privé et formater la valeur privée que vous essayez de dévoiler au monde entier. Donc ici, on va avoir un this.poids égale value. Parfait. Et en termes de get, on va avoir tout simplement un return this.poids. Et je vais faire la même chose pour la taille. Donc, je vais copier rapidement. Parfait. Et on va venir ici, changer le taux pour la taille. Ici, point taille, et ici, point taille. Voilà. Donc, nous avons un worker presque opérationnel, mais utilisons-le tel quel pour l'instant. Sauvons le tout. Allons vérifier le diagramme de classe. Et nous voyons nos 2 propriétés qui viennent d'être ajoutées. Donc,
Nous allons essayer de créer des objets de type doorman dans quelques secondes, mais avant, essayons de prévoir ce qui va se passer. Donc, nous disons que le doorman hérite du travailleur, tout comme un enfant peut hériter de son parent. Donc, lorsque nous héritons de notre parent, nous héritons de tous ses attributs, de toutes ses propriétés et aussi de toutes ses fonctionnalités. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de redéfinir à travers de la classe doorman l'attribut âge, le compteur statique, le numéro d'employé, le nom, le prénom et le salaire, puisque toutes ces informations sont stockées dans le travailleur pour le doorman. Ou on pourrait reformuler ça autrement, on n'a pas besoin de redéclarer tous ces attributs puisque un doorman est un travailleur. Donc, quand nous allons créer un doorman, ben, l'information générale de tout type de travailleur ben, sera déjà stockée dans le parent. La même chose pour les propriétés, la même chose pour les fonctionnalités. Mais une image vaut 1000 mots, donc allons-y. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir mettre le code précédent en commentaire et nous allons venir ici créer deux types de doorman. Donc, doorman D1 égale new doorman. Allons-y d'abord avec le premier constructeur, donc celui qui demande, excusez-moi, celui qui demande, excusez-moi, donc recommençons. Celui qui demande en paramètre toutes les informations d'un employé. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes pour brancher mon ordinateur. Parfait. Désolé pour le dérangement. Donc, reprenons. Donc, nous avons utilisé le premier constructeur, celui qui demande en paramètre tout simplement le nom, le prénom, l'âge et le salaire annuel. Donc, question de se situer, nous parlons de ce constructeur-ci qui va récupérer l'information nécessaire à la création du parent, qui va le passer au parent à travers 2 points base, nom, prénom, âge, salaire, et qui va revenir ensuite initialiser les valeurs par défaut de notre doorman. Donc, allons-y. Créons aussi directement un deuxième doorman. Donc, doorman D2. Mais cette fois-ci, utilisons notre deuxième constructeur. C'est celui qui va venir cette fois-ci. Voilà. Donc, allons-y avec Tonier. Tiens, on va utiliser mon petit frère, Raymond. Parfait. Il lui a 32. Et allons-y avec 75. Point virgule. Et donc, dans le deuxième constructeur, on a besoin du nom, du prénom, de l'âge, du salaire, du poids. Parce qu'ici, il n'est plus par défaut. Donc, mettons 260. Point 23 et mettons la taille 6 pieds. Allons-y. Donc, je vais mettre mon breakpoint plutôt ici et nous allons répondre à une question philosophique que nous avons déjà posée en classe. Est-il possible de créer un objet sans avoir d'abord créé son ancêtre? Donc, dans la vie de tous les jours, la réponse est non. En orienté objet, la réponse est aussi non. Et nous allons le prouver dans quelques secondes. Donc, démarrons l'application. Appuyons sur notre bouton. Donc, ici, nous devrions voir
l'appel du constructeur, du premier constructeur de la classe doorman. Parfait. On voit tout de suite que c'est base qui va être appelé, donc c'est le constructeur. Donnez-moi une seconde. C'est le constructeur, le premier constructeur, celui-ci, de la classe worker qui va être appelé dans quelques secondes. Donc, une image vaut 1000 mots. Attention. Et voilà, on voit automatiquement que nous sommes maintenant dans la classe worker, que Tonier, Fernand, suivi de l'âge, suivi du salaire, a été passé en paramètre. Maintenant, nous allons initialiser avec ces informations notre worker, ou plutôt notre doorman qui est un worker. Ensuite, on retourne à la classe doorman pour finaliser l'initialisation des paramètres par défaut. Donc, on vient de prouver ici que lorsqu'on crée un enfant, on récupère toute l'information nécessaire à la création du parent. Le parent est d'abord créé et ensuite on revient finaliser la création de l'enfant. Donc, à ce stade-ci, si je fais un peu de ménage dans ma fenêtre espion et que je tape D1 pour le premier worker et D2 pour le deuxième worker et que je rajoute aussi un doorman.cnt. Parfait. Donc, allons-y. Donc, je vois que allons-y. Donc, j'ai deux doormen de créer dans mon application, ce qui est un peu particulier. En fait, pas vraiment. Ce qui se passe ici, tout simplement, c'est que nous avons un premier doorman qui est le parent. En fait, un premier employé qui est le worker qui a été créé, le parent, et un deuxième employé qui est le doorman. Donc, le D2 ici, le deuxième doorman, est toujours nul parce que nous n'avons pas encore exécuté la ligne de code 26, mais le premier contient bel et bien toutes les informations que nous lui avons fournies. Ça va jusque-là, tout le monde? Parfait. Donc, si je continue, on va maintenant créer le deuxième doorman. Donc, on voit ici que c'est le deuxième constructeur de la classe doorman qui est appelé. Et avant d'exécuter ce constructeur, on va d'abord retourner appeler le parent, donc le constructeur de la classe worker. Et voilà. Parfait. Parfait. Super. Donc, on a un deuxième doorman qui vient d'être créé avec toutes les informations que nous avons spécifiées juste ici. Donc, nous venons de voir en direct le concept d'héritage. Ça va? Mais ici, nous avons encore un petit problème. Pourquoi? Parce que dans la classe worker, nous avons, on va arrêter l'exécution, nous avons spécifié une série de propriétés qui nous permettent de récupérer et de modifier certains attributs privés d'un travailleur, donc par défaut d'un doorman, mais nous avons aussi spécifié plusieurs fonctions génériques. Un doorman ne peut pas se lever à la même heure que monsieur, madame, tout le monde, parce qu'habituellement, un doorman rentre se coucher plus ou moins à l'heure où monsieur, madame, tout le monde se lève. Un doorman ne rentre pas chez lui de la même façon que les travailleurs normaux, parce que ses quarts de travail ne sont pas normaux. Un doorman ne va pas au travail comme tout le monde, parce que son lieu de travail est atypique. Un doorman ne relaxe pas comme tout le monde, un doorman ne dort pas comme tout le monde. Donc, le problème que nous avons ici, c'est que si nous décidions d'appeler
les différentes fonctions que je viens de mentionner sur la classe worker, sur un travailleur général, donc sur les variables W1 ou W2, mais nous verrons apparaître les mêmes messages que si nous appelions les mêmes fonctions sur D1 et D2. En fait, la première question à se poser serait comment se fait-il que sur un objet nommé D1 ou D2, donc un objet de type doorman, je vois apparaître des propriétés que je n'ai pas codées dans la classe doorman, qui en fait sont codées dans la classe worker. Comment se fait-il que je vois aussi apparaître des fonctionnalités que je n'ai pas codées dans la classe doorman, mais que je vois plutôt que j'ai codé tout simplement dans la classe worker? C'est le concept d'héritage. Tout ce qui est public dans le parent comme attribut est automatiquement hérité, donc est automatiquement disponible dans l'enfant. Par contre, au niveau des fonctions, c'est un peu différent. Une fonction privée dans le parent n'est pas héritée dans l'enfant, elle disparaît. Donc, prenons par exemple, tiens, on va y aller avec getUp. On va appeler la fonction getUp ici sur un objet de type doorman et tiens, on va appeler la même fonction getUp sur un objet de type worker. Donc, ce qu'on va faire ici pour afficher le message, c'est qu'on va utiliser un messagebox.show et on va mettre la string qui est retournée. Voilà, tout simplement comme ceci. Voilà, voilà, et voilà, et voilà. Donc, on va prouver ici que non seulement les attributs sont hérités d'un parent à un enfant, mais que les fonctionnalités et les propriétés le sont aussi. Donc, j'ai enlevé mes points d'arrêt. On va lancer l'application. Donc, voici, je me lève. Donc, le premier message box est suite à l'exécution de la ligne 24. Et ensuite, on va créer nos doormen et encore une fois, je me lève. Donc ici, c'est suite à l'exécution de la ligne 29. Donc on voit que le message est similaire. Comment est-ce que je pourrais modifier le comportement de mon doorman, sa façon de se lever par exemple, pour qu'elle soit différente de la façon de se lever d'un employé de bureau standard? Mais ici, on va attaquer le concept du polymorphisme. Donc le polymorphisme, c'est le fait de pouvoir appeler sur plusieurs objets qui font partie du même héritage, le même nom de fonction, mais que chacun des objets, dépendamment de sa position dans l'héritage, exhibe un comportement différent. Donc, codons-le et vous allez comprendre. Si nous regardons notre diagramme de classe, faisons l'exemple avec, tiens, breakfast. Dans la classe worker, la fonction eat breakfast nous retourne tout simplement je déjeune. Un doorman ne déjeune pas comme une ballerine. Un doorman, c'est quelqu'un de costaud, il prend des gros repas. Donc j'aimerais que quand j'appelle la fonction eat breakfast sur un doorman, le message qui me soit véhiculé, donc le comportement que je vois, c'est un comportement différent de celui d'un travailleur normal. Donc ici, ça se fait en deux temps. Donc, l'héritage est basé un peu sur le même concept que dans la vraie vie. On hérite des fonctionnalités de nos parents et nos parents aimeraient bien qu'on se comporte comme ils nous l'ont appris. Par contre, des parents flexibles nous donnent la permission de pouvoir modifier un tantinet les bonnes choses ou les bonnes habitudes qu'ils nous ont inculquées. Donc, pour qu'un parent donne la permission à son enfant de pouvoir modifier le comportement qu'il va exhiber lorsqu'il appelle une des fonctions héritées, on doit utiliser, on a le choix entre deux mots-clés. Le mot-clé abstract et le mot-clé virtual. Donc, le mot-clé abstract sera le sujet d'une autre discussion. Utilisons le mot-clé virtual pour l'instant. Donc, modifions, en fait, tiens,
toutes les fonctions de notre employé général, parce qu'un doorman se comporte différemment en termes de déjeuner, en termes d'heures de se lever, en termes, disons, d'heures de travail, en termes de relaxation, en termes de manière de dormir qu'un employé standard. Donc, je vais y aller ici avec un public virtual. Ensuite, un public encore virtual. Et, parfait, CTRL-C. Non, un doorman rentre à la maison comme tout le monde, ça va. Virtual. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est que toutes les fonctions qui ont été marquées comme virtual sont des fonctions, évidemment, que notre doorman va hériter, comme toutes les autres fonctionnalités et attributs de la classe worker dont le doorman hérite, sauf que celles qui sont marquées virtual, le doorman va non seulement les hériter, mais aussi avoir la possibilité de changer le code qui se trouve à l'intérieur. Par contre, la fonction goHome, il en hérite, mais il n'a pas la permission de son parent de pouvoir changer la manière dont il rentre chez lui. Parfait. Une fois qu'on marque une fonction dans un parent comme étant virtuel ou virtual, l'enfant, le doorman, a deux choix. Soit il peut ne rien faire, donc continuer d'accepter, d'exhiber le même comportement que son parent, ou il peut choisir d'override la fameuse méthode. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Donc, si je vais dans Worker et je vais m'amuser à copier-coller tout ce qui se trouve ici à l'intérieur de mon doorman et je vais remplacer les virtual par override. CTRL-C, CTRL-C, et vous allez remarquer quelque chose avec la fonction goHome. Parfait. Donc, si vous remarquez bien ce qui se passe à l'écran, Visual Studio est relativement content, sauf pour la fonction goHome. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui, dans mon parent, n'a pas été marquée comme virtual ou comme abstract. Donc, le parent n'a pas donné la permission à son enfant de pouvoir override, donc de pouvoir écraser ou modifier le comportement par défaut défini. Le comportement par défaut étant les strings que chacune de ces fonctions retourne pour mimiquer les comportements par défaut d'un employé standard versus un employé spécialisé qui est un doorman. Donc, puisqu'on n'a pas la permission de notre parent de modifier l'algorithme qui se trouve dans la fonction goToHome, on n'a pas la permission, point final. Donc maintenant ici, on va modifier légèrement ce qui se trouve dans chacune de nos fonctions. Un doorman, sa manière de déjeuner, en fait, quand la majorité des gens se lèvent pour déjeuner, les doormen vont au lit. Ils ont passé une nuit à travailler, donc ils ont très faim. Donc, notre doorman déjeune à la poutine. Parfait. Et notre doorman se lève, je me lève, vers midi. Donc, on peut en fait faire quelque chose de très intéressant lorsqu'on override une fonction de notre parent, c'est que on peut utiliser la version de la fonction, par exemple, goToWork de notre parent et rajouter seulement du code supplémentaire. Donc, regardez ce que je veux dire. Donc, dans le parent, on avait déjà cette phrase-ci qui était retournée. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je retourne base. Base, on fait appel à quoi ici? On fait appel à notre parent, donc au worker, point.
go to work, plus. Donc, cette partie ici va nous retourner la string qui était retournée par notre parent, qui est je travaille. Et ici, on va rajouter ce qui est particulier à notre travailleur, la nuit. Et ouais, je travaille la nuit. Une seconde. Ah, oui, c'est une fonction, excusez-moi. Voilà. Donc, comme on le mentionnait, un enfant peut se baser sur le comportement de son parent et le spécialiser en rajoutant du code, ou tout comme le cas de la fonction go home, ben, si on n'override pas, parce que notre parent ne nous l'a pas permis en marquant la fonction concernée de virtual ou d'override, ben, quand on va appeler la fonction go home sur notre doorman, ben, il va tout simplement afficher exactement le même code que le parent, c'est-à-dire ben, je rentre chez moi. Et un doorman, ben, sa manière de relaxer, ce n'est sûrement pas de méditer, c'est je vais au gym. Et la manière de dormir, je fais des beaux rêves. Ben, un doorman, comment est-ce qu'il dort? Je dors debout, à force de passer la nuit dans les clubs. Donc maintenant, regardons ce qui va se passer puisque j'ai pris la peine d'override plusieurs de nos fonctionnalités. On va sauvegarder le tout. Retournons dans notre diagramme de classe. Allons-y. Parfait. Et donc, juste pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc, j'ai plusieurs fonctions ici. Eat breakfast, get up, go to home, go to work, relax, sleep. Parfait. Et j'ai mon constructeur worker et mon deuxième constructeur. Donc ici, j'ai mes deux constructeurs de doorman qui appellent ce constructeur-ci de la classe worker. Ensuite, on a eat breakfast qui a été override parce que eat breakfast ici a été marqué comme étant virtual. La même chose pour get up, la même chose pour go to work, la même chose pour relax et la même chose pour sleep. Par contre, on ne voit pas de ce côté-ci la fonction go to home parce qu'elle n'a pas été marquée comme virtual ou abstract. Donc, notre parent ne nous a pas donné la permission à nous, l'enfant, de l'override ou de le modifier. Donc, retournons dans notre fameux bouton et réexécutons le même bout de code. Donc, cette fois-ci, le message qui va s'afficher pour notre worker et pour notre doorman devrait être sensiblement différent. Donc, allons-y. Je me lève et je me lève vers midi. Donc, on vient de voir un enfant qui a pris qui est la classe doorman, qui a pris de son parent une fonctionnalité, qui a hérité de son parent une fonctionnalité, la fonctionnalité get up, mais qui l'a modifiée à sa propre manière avec le mot-clé override, qui lui a permis de garder le même nom de fonction, mais de changer l'algorithme qui est exécuté à l'intérieur de cette fonction. Donc, le mot override peut être utilisé autant sur les fonctions que sur les propriétés, et le mot abstract et virtual peuvent être utilisés dans les parents, tant sur les propriétés que les fonctionnalités. Donc voilà ce qui nous permet de faire, en tout cas en partie, du polymorphisme, puisque nous n'avons pas encore parlé du mot abstract. Maintenant, je voudrais terminer cette vidéo en parlant de l'encapsulation. Donc, nous savons déjà quel est l'effet des mots public et private.
mais revoyons-les rapidement. Donc, à l'intérieur de notre class worker, on a placé plusieurs attributs de type privé, ce qui fait que notre doorman, qui hérite de ces attributs, n'y a accès qu'à travers différentes propriétés. D'ailleurs, si je viens ici, disons, tiens, dans une de mes fonctions, et que je tape this point, que vois-je apparaître? Je vois apparaître évidemment toutes les fonctions publiques que j'ai override, parce que quand on override, les fonctions publiques qui sont ici ne sont plus celles qu'on a héritées de notre parent, ce sont nos versions à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois la propriété nom qui est définie dans mon parent, je vois la propriété prénom, salaire, qui sont définies dans mon parent, et je vois aussi les propriétés qui sont définies à mon niveau, la taille et le poids. Donc, tout ce qui est privé dans le parent comme attribut ou comme fonctionnalité n'apparaît pas dans l'enfant. On ne voit que les propriétés. Donc, c'est à travers les propriétés publiques du parent que l'enfant peut avoir accès aux attributs privés dont il a hérité. Parfait. Si je marque toujours dans le parent le même attribut, l'âge par exemple, comme étant public, et qu'on sauve le tout, et que je retourne dans le doorman, toujours disons dans une fonction, cette fois-ci, le this.age, l'attribut devient accessible et la propriété existe toujours. Donc, l'implication ici est la suivante. Quand un attribut est public, l'enfant l'hérite et y a accès directement en lecture et en écriture, mais le monde extérieur aussi y a accès en lecture et en écriture, même s'il n'en hérite pas. Quand on marque un attribut comme étant privé, le monde extérieur ne peut y avoir accès qu'à travers une propriété, alors que l'enfant en hérite, mais lui aussi ne peut y avoir accès qu'à travers une propriété. Donc, voici le nouveau mot-clé que nous voulons rajouter aujourd'hui. Donc, si je prends mon attribut âge et que je modifie son modificateur d'accès pour protected. Donc, le mot protected devient beaucoup plus intéressant pour nous. Pourquoi? Si je vais à l'intérieur de mon doorman et que je m'amuse à taper this point, encore une fois, je vois l'attribut âge. Donc, le mot protected me permet évidemment d'hériter d'un attribut ou d'une fonction, mais j'en hérite comme si elle faisait partie de moi-même. C'est comme si elle était publique. Alors que pour le monde extérieur, cette fameuse variable âge agit comme si elle était privée. Donc, voici le nouveau marqueur d'accessibilité que nous venons de découvrir. Ce marqueur d'accessibilité pourrait nous permettre de modifier aussi notre constructeur, puisque nous n'aurions plus besoin de passer l'âge à travers base, puisque nous pourrions tout simplement venir ici et écrire this.age égale âge. Parfait. Mais même si il est permis d'utiliser le mot-clé protected pour donner un accès illimité en lecture et en écriture à un enfant, à l'information qu'il hérite du parent, tout en gardant cette information privée pour le monde extérieur, le concept de l'encapsulation n'encourage pas cette technique. L'encapsulation veut qu'on déclare le plus souvent possible nos attributs comme étant privés, et seulement en cas de force majeure, quand on n'a pas d'autres moyens possibles, seulement là, on peut déclarer un attribut ou une fonction avec le mot-clé protected. Donc, nous allons stopper là pour aujourd'hui. Ce petit vidéo nous a montré de quelle manière il est possible de créer une classe parent, d'utiliser cette classe pour créer une classe enfant qui hérite
des attributs, des propriétés et des fonctionnalités du parent. Comment est-ce qu'il est possible de modifier le comportement de l'enfant en utilisant la combinaison des mots-clés virtual et override, respectivement virtual dans le parent, pour donner la permission à l'enfant de modifier une fonction ou une propriété, et override dans l'enfant, pour permettre à l'enfant de choisir quelle est la fonction ou la propriété dont il veut modifier l'exécution. Donc, voilà pour cette deuxième partie de la découverte de la programmation orientée objet avec des classes. Dans le prochain vidéo, nous attaquerons le concept de classe abstraite et l'utilisation des mots-clés abstract, encore une fois dans le but de créer une autre forme de polymorphisme. Merci et à la prochaine.